bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette nouvelle séance de l'Agora des Savoirs. Merci également à vous, Gilles Kepel, d'avoir accepté cette invitation à l'occasion de la publication de Prophète en son pays, votre dernier ouvrage paru, celui-ci aux éditions de l'Observatoire, mais vous m'avez glissé qu'il y avait des nouveaux projets à venir, on n'en dira pas plus, donc ce ne sera pas votre dernier livre, très clairement. Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du monde arabe et de l'islamisme radical, arabisant bien sûr. Alors je dis bien sûr, mais ça n'a finalement rien d'évident, parce que quand on lit cet essai, on se rend bien compte que nos élites françaises, qu'elles soient d'ailleurs politiques ou universitaires, brillent souvent plutôt par leur méconnaissance de la langue arabe, de l'histoire et des cultures des pays arabes, et que ça n'est pas évidemment sans conséquences. Votre parcours académique, que vous relatez d'ailleurs dans ce livre, vous a mené de l'Institut d'études politiques de Paris jusqu'à l'ENS, en passant par le CNRS, l'Institut universitaire de France. Alors, on a l'impression, là aussi, quand je le dis comme ça, que ce fut un parcours pavé de roses, mais on se rend compte que ce fut, en vous lisant, un parcours mouvementé et semé d'embûches. On y reviendra sans doute. En tout cas, un parcours de chercheur qui vous a amené à beaucoup voyager, à la fois au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, aux États-Unis, mais également en France, parce que vous avez été un des premiers, sinon le premier, dans les années 80, à étudier sur le terrain, dans les banlieues, dans les grandes villes françaises, la progression des idées, des mouvements et des pratiques islamistes en France. Des allers et retours incessants, donc, entre ici et ailleurs, mais aussi des allers et retours entre le terrain, l'enquête et le travail sur les sources écrites. Et vous insistez beaucoup dans ce livre sur l'importance de ces allers et retours entre finalement l'action et l'érudition, pour le dire de manière un peu rapide. Ce dernier livre, donc Prophète en son pays, raconte tout cela, les grands mouvements historiques qui bouleversent notre temps et fracturent nos sociétés, mais aussi les guerres picrocollines et ô combien significatives qui agitent notre monde universitaire et le champ des savoirs en France. C'est le roman de votre vie, finalement, le roman en tout cas de 50 ans de recherche, de 50 ans d'écriture, parce qu'il y en a eu des livres depuis le tout premier en 1984, dont je rappelle le titre, Le Prophète et Pharaon, les mouvements islamistes dans l'Égypte contemporaine. 50 ans de rencontres aussi, des rencontres amicales, et il y a de très beaux portraits de celles et ceux à qui vous rendez hommage et qui ont été importants pour vous, souvent à vos débuts, les premiers à vous avoir accompagné, fait confiance, ouvert des portes, confié des missions, et puis aussi des récits parfois d'inimitié, des inimitiés souvent féroces, on y reviendra aussi j'imagine, et un livre finalement plein de verve qui se lit presque d'une seule traite si on en a envie, plein de panache. Vous voyez, j'ai été libraire pendant plusieurs années et je n'oublie pas qu'à la fin de cette séance, il est important que la librairie La Géosphère s'y retrouve. En tout cas 50 ans de passion arabe, pour reprendre le titre d'un de vos livres les plus connus, un livre pour lequel nous vous avions reçu, c'était en 2013, un livre pour lequel vous aviez aussi reçu le prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde, Passion, dont vous dites avec malice qu'il faut le prendre aux deux sens du terme, celui évidemment d'amour, mais également le sens chrétien de douleur et de souffrance. Alors peut-être qu'avant de commencer simplement notre entretien, et quitte à vous avoir là sous la main, une petite précision terminologique. J'ai employé 3 fois le mot islamisme, islamiste. Qu'est-ce qu'on entend précisément aujourd'hui par là, et à partir de quand est-il utilisé en France dans ce sens-là? Parce que finalement, quand on dit christianisme ou judaïsme, on parle des religions. La religion, c'est l'islam. Islamisme, c'est autre chose. Merci beaucoup pour votre introduction. Déjà, vous avez lu le livre, ce qui est assez rare parmi les gens qui m'interviewent. Donc, je vous en remercie, je vous félicite, et voilà
le libraire, bien sûr. Merci aussi de m'accueillir à Montpellier, où je suis effectivement souvent venu. Et je crois que j'ai eu le seul prix que j'ai jamais eu dans ma carrière était à Montpellier. Donc, pour moi, je viens ici en espérant peut-être en avoir un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une ville qui m'a apporté la baraka, si j'ose dire. Et donc, je suis très, très heureux de revenir parmi vous. Islamisme, en fait, était un terme qui avait déjà cours dans le français du XIXe siècle. Et Ernest Renan l'utilise, comme vous l'avez mentionné, pour christianisme, pour parler de la religion. Mais comme tel, ça va tomber en désuétude, puisqu'il y a le terme islam emprunté directement à l'arabe, qui signifie du reste soumission. C'est soumission à Allah. Ça c'est le substantif, et le participe passé, muslim, veut dire soumis à Allah. En français, on dit musulman, parce que quand ces termes, à la fin du XIXe siècle, passent dans le vocabulaire français, ils passent à partir du turc, puisque c'est l'Empire ottoman qui est la puissance dominante. Et donc, les Anglais, qui est la puissance la plus proche avec laquelle la France a des contacts, avant la colonisation de l'Afrique du Nord, alors que, par exemple, les Anglais ont gardé muslim, qui est l'arabe, et non pas le turc, du fait de leur très forte présence dans le monde arabe, sans passer par la médiation ottomane. Et donc, le terme en français est tombé en désuétude, et quand j'étais en Égypte pour ce livre Prophète, mais bon, c'était un peu le début et la fin, mais bon, je pensais que ce sera le dernier, mais il y en a encore un autre, donc on ne sait jamais quand c'est fini. Ce Prophète et Pharaon. Donc j'étais en Égypte et dans les entretiens que j'avais avec des militants pour lesquels l'islam était un vecteur ou un facteur de mobilisation politique, eux-mêmes s'appelaient en arabe Haraka Islamiya, ce qui mot à mot veut dire mouvement islamique. Et ça, c'était la façon dont eux-mêmes se nommaient, car ils estimaient qu'ils étaient les représentants authentiques et normalement exclusifs, et ce vers quoi devait tendre tout musulman. Il n'y avait de musulmans dignes de ce nom, selon eux, que s'il était engagé dans un mouvement. Et le mouvement, ça voulait dire la mobilisation politique. D'accord ? Donc, quel est le travail de l'universitaire ou du sociologue ? Enfin, c'est d'entendre ce que disent les acteurs sociaux. Bien sûr, sinon on ne comprend rien, mais on n'est pas contraint de le prendre à la lettre. Et donc, j'ai créé le terme IST, mouvement islamiste, donc les mouvements islamistes en Égypte de Sadat, ou l'Égypte contemporaine, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, pour préciser justement que ce n'était pas n'importe quel musulman, mais c'était ceux qui se définissaient à partir d'une mobilisation du religieux au service du politique. Vous voyez ? Alors, après, moi j'ai toujours essayé, quand j'avais encore les forces, mais elles sont épuisées, d'en faire un adjectif. C'est-à-dire, il n'y avait d'islamistes que ceux qui étaient dans un mouvement, c'est-à-dire les mouvements islamistes, etc. Mais c'était aussi une manière pour moi d'essayer de rompre avec des dénominations qui venaient de l'extérieur du monde musulman. Quand ces phénomènes sont apparus, dans les années 70 à peu près, le mouvement naturel, journalistique ou même universitaire non spécialiste de la région, c'est d'utiliser la métaphore. Et donc, on a trouvé que ces gars ressemblaient un peu à Monseigneur Lefebvre en France, et on les a appelés les intégristes musulmans, à partir de la fraternité de Saint-Pie X ou de Saint-Nicolas du Chardonnay.
en anglais, on a trouvé qu'il ressemblait furieusement aux protestants de la Bible Belt américaine, et on les appelait Muslim fundamentalists, les fondamentalistes musulmans. Alors, bien sûr, il y avait des éléments de ressemblance d'une certaine façon, mais c'était une manière de diluer la spécificité intrinsèque du phénomène. Oui. Alors, la comparaison est toujours utile, bien évidemment, mais ceux qui parlaient d'intégrisme musulman ou de Muslim fundamentalists, c'était des gens qui, pour la plupart, ne connaissaient pas l'arabe et qui n'avaient pas la capacité de comprendre de l'intérieur de la culture qui était à l'époque prédominante arabe. Aujourd'hui, vous savez, des mouvements islamistes à Montpellier avec des gens qui ne connaissent plus l'arabe. Mais ce qui le construit, c'est la culture arabe. Et donc, pour moi, c'était très important pour identifier c'était l'appel de la prière, pour identifier ce phénomène, c'était important d'utiliser, je n'ose pas dire des catégories indigènes, prenez pas ça en termes en mauvaise part, mais issus de ceux-là même qui en étaient les porteurs, tout en les recodant pour ne pas me faire simplement le porte-parole de ces mouvements. Vous voyez. Et ce genre de choses m'a opposé à d'autres comme Olivier Roy par exemple, qui, parce qu'il ne connaissait pas les textes arabes, ne s'intéressait pas à ça, voyait principalement ce mouvement comme étant simplement ce qu'il a appelé l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire quelque chose de conjoncturel. Il y avait les brigades vertes, les brigades rouges, les brigades brunes, tournée-manège. Tout ça, c'était, si j'ose dire, kiff-kiff, pour faire de l'arabe bourricot. Et donc, au fond, il n'y avait pas d'intérêt véritable. Il n'y avait pas de dynamique interne. C'était simplement la coloration momentanée de quelque chose qui allait changer. Et c'était une manière de dire, comme ce que je ne connais pas n'existe pas. Qui est évidemment toujours pratique, puisque ça évite de se remettre en cause. Mais après, bien évidemment, il faut aussi être capable de penser ces phénomènes dans la comparaison et dans la capacité fusionnelle. Aujourd'hui, alors, il y a un autre terme que j'ai employé de temps en temps, mais son auteur m'a rappelé que c'était pas moi qui en étais l'inventeur, dont je lui crédite bien volontiers, c'est Pierre-André Taguieff, qui est le syntagme islamo-gauchisme, qui pose toutes sortes de problèmes. Bon. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Enfin, pour le dire simplement, ce qu'aujourd'hui, le mélanchonisme, si vous voulez, en est c'est-à-dire aller faire en sorte que un certain nombre d'imams appellent à voter pour LFI, paradoxalement, comme autrefois dans les campagnes, les curés appelaient à voter pour notre maître. Comme on disait en Bretagne. Mais donc là, vous avez effectivement un phénomène qui semble curieux, puisque ces mouvements islamistes qui sont porteurs d'un certain nombre de définitions du soi, du rôle de la femme, de la religion, qui semblent aux antipodes des gauchistes, marxistes, maintenant wokistes et compagnie, néanmoins se retrouve dans une espèce de j'ai oublié le terme des luttes, par la conjoncture des luttes, la convergence des luttes, voilà, c'est la convergence des luttes contre là aujourd'hui, enfin, c'est un peu l'enjeu de ce qui se passe en Palestine, hein, contre ce qu'on a fait, ce qu'on nomme maintenant le Nord. Ce que le Global South, parce qu'il faut dire tout ça en anglais maintenant, nomme le Nord exécrable et qui autrefois était la lutte entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et le reste du monde. Et donc, évidemment, tous ces concepts voyagent et vont se repositionner, il y a des alliances stratégiques ou tactiques se construisent, mais il est quand même important d'arriver à identifier les souches, si j'ose dire.
et après leur multiplication, leur croisement qu'on peut faire en biologie. Et donc c'est un mouvement, le terme je l'ai créé, le syntagme mouvements islamistes avec le premier livre donc qui date de 1980. J'étais en Égypte entre 1980 et 1983 et le livre est paru en 84. Justement, revenons sur ces années de formation, si vous êtes d'accord, Gilles Kepel. Et d'ailleurs, quelque chose qui apparaît peu dans le livre, et une question qui m'est venue en le lisant, d'où vient la première étincelle, cette envie d'aller apprendre la langue arabe, de découvrir la culture et les pays arabes. Vous ouvrez le livre en 1980, votre voyage en Égypte. On sait que vous êtes allé dans les pays du Proche-Orient avant, mais voilà, quelle est la première étincelle? Pourquoi vous n'êtes pas devenu prof d'anglais finalement comme votre mère, ou philosophe, puisque vous faisiez des études de philosophie? Alors, parce que j'étais nul en philo. Et je voulais vous lire la première page, mais je le ferai après. C'est aussi peut-être ça qui m'a intéressé, c'est que quand j'étais jeune, donc je parle d'un temps que seuls les moins de 20 ans peuvent encore connaître. Hein, je parle là de même. Heureusement que la plupart des gens ont mon âge ici, sinon il faudrait que je serais traduit, pas seulement dans le langage des sourds, mais dans le langage des jeunes, qui est encore plus compliqué. Puis il faut tout mettre en IL, machin. Enfin bon, c'est très très difficile. Je sais pas comment on fait l'écriture inclusive en langage des sourds avec le point au milieu. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc j'étais trotskiste. Mais dans la secte de 4e internationale. Ce qui me donne tous les arguments pour détruire le mélanchonisme avec une rage inexplicable si on ne comprend pas que c'est de vieux règlements de compte entre la 4e internationale, Lambert, le salafiste du trotskisme. Enfin, je me suis déchaîné. Et donc, ma scolarité, je n'étais pas mauvais élève, mais ma scolarité s'en est quand même ressentie. Les bulletins scolaires ont commencé à... Bon. J'ai quand même réussi à entrer en Cagne parce que j'ai eu un bon bac, mais bon, pas dans les meilleurs lycées. Et donc, je me suis retrouvé au lycée Lacanal. C'était très sympa. J'avais des professeurs passionnants, mais on ne foutait pas grand-chose. Et il y avait au-dessus on discutait, mais on ne faisait pas de petit latin et de petit grec. On ne pouvait pas entrer à l'école normale supérieure. Et donc, au-dessus du tableau, il y avait une carte de l'Empire romain que j'en ai retrouvé une. Je l'ai mise dans mon bureau parce que j'ai réussi à entrer à la fin de ma vie à l'école normale supérieure alors que je n'avais pas réussi à y entrer au début de ma vie. Mais j'en suis foutu à la porte dans quelques mois. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de recommencement. Je revis ma jeunesse par l'échec perpétuel. Et donc, comme je n'écoute pas distrait parfois, je regardais cette carte au-dessus du tableau et peut-être certains d'entre vous l'ont en tête aussi. C'était la carte à Thiers de Jean Bruns, la carte numéro 44. Donc, avec ça allait de l'Écosse à l'Empire sassanide, si vous voulez, et de Volubilis à la Volga, et du mur d'Aurélien et d'Adrien. Et il y avait donc c'était le monde méditerranéen élargi, enfin qui est un peu la zone qui continue à nous occuper aujourd'hui, ça va jusqu'à l'Arabie Saoudite, d'une certaine manière, et même jusqu'au Golfe Persique, avec les noms romains des villes. Certains se sont conservés, d'autres ont disparu. Et ça, je crois que c'est ça qui a nourri mon imaginaire, odysséen d'une certaine façon. Et donc est arrivé le jour fatal du concours d'entrée. Et les résultats ont été probants, 4 sur 20 en français, 4 sur 20 en histoire et 4 sur 20 en philo. À l'époque, on disait l'agriculture manque de bras. Aujourd'hui, on dirait Uber Eats manque de chauffeurs ou de trucs comme ça. Bon. Et donc, il n'y avait plus grand-chose à faire pour moi. Je passe sur les avatars sentimentaux, le décès accidentel de ma mère, donc j'étais complètement bien. Et avec un copain, on a dit, bon, on va aller voir la carte. Et c'est parti de là. Si vous voulez, c'était la frustration, l'échec, l'effondrement de tout. Et cette carte, peut-être
je ne suis pas croyant, hein, sinon on peut réécrire ça d'une manière miraculeuse. Et donc on est allé voir la carte, et c'était très intéressant. C'était une vraie découverte. Et après je suis rentré, je savais pas quoi faire, puisque donc j'étais désormais inapte à la haute intelligentsia. Et le seul endroit où j'étais vraiment heureux, c'était en Syrie, malheureuse Syrie où je peux plus mettre les pieds aujourd'hui, dans un village qui s'appelait Apamé, qui était la capitale des Séleucides, Qalat el-Moudik, ce qui veut dire le château des gorges en arabe. Et j'ai décidé de faire de l'arabe, à Sancy, à côté de chez moi, là où Houellebecq situe sous mission d'ailleurs. La description est assez exacte. Mais à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas de barbus partout parce qu'il n'avait pas encore été inventé, enfin les mouvements islamistes. Et dans la section des non-arabophones qui prenaient l'arabe, on était 500 à rentrée, 250 au cours suivant, 125 le suivant, 62 et demi, et à Noël une dizaine. 6 jeunes filles qui s'étaient prises de marxistes-léninistes tunisiens, puisqu'il n'y avait pas encore d'islamistes. Un Anglais qui était avec une Marocaine que les filles accusaient d'être un agent d'intelligence service, et moi qui étais totalement désespéré sentimentalement, et qui était tombé red dingue de la répétitrice yéménite d'arabe. Rien ne s'est produit, à mon grand regret, mais j'ai développé les phonèmes avec une volonté de conviction, de persuasion, ce qui fait que mon accent n'est pas trop mauvais, si vous voulez. Bon. Elle est devenue la patronne de l'école d'interprétation. C'est quelqu'un de très remarquable, et donc nous plaisantons de ça régulièrement. On se revoit encore. Et donc voilà. Après j'ai continué et j'ai eu une bourse. C'est le seul examen ce concours que j'ai réussi de ma vie pour l'Institut français de Damas. Je passe mon temps à dire aux études arabes sont en ruine, etc. Mais c'était déjà pas brillant à l'époque, puisqu'il y avait 10 places au concours pour 7 candidats. Eh bien, j'ai réussi ce truc haut la main. Mais, vous croyez que c'est facile, pas du tout. Mais, nous avons reçu une lettre de l'administration de notre République laïque, dont les heureux lauréats, et où est Liliane? Où es-tu? Liliane, elle est là, voilà. Donc elle vérifie que c'est vrai que Liliane, qui est montpelliéraine, était aussi de la même promotion de l'Institut français de Damas. Donc vous pouvez lui dire que c'est vrai tout ce qu'il a raconté. Bon, mais si elle dit que c'est faux, après ça va se retrouver. Et donc nous avons reçu une lettre, tu t'en souviens aussi, disant Madame, Monsieur, félicitations, etc. Je crois devoir vous signaler que, virgule, dans le passé, virgule, les autorités syriennes ont exigé la présentation d'un certificat de baptême pour délivrer le visa. Pourquoi? Parce que, à l'époque, il n'y avait aucun musulman, élève ou étudiant musulman qui allait à Damas. Il y avait très peu dans les classes où on était, il y avait, les musulmans étaient des maghrébins ou maghrébines généralement, qui n'avaient pas l'idée d'aller à Damas, qui faisaient de l'arabe, le faisaient pour des raisons identitaires, enfin, de base, c'était pas pour devenir salafiste comme on jouait aux langues autres, etc. Et donc, en fait, c'était pour vérifier qu'on n'était pas juif. Certificat de baptême valait certificat d'arianité, si vous voulez. Et qui aujourd'hui ne pourrait plus être demandé. Aujourd'hui, plus personne ne va en Syrie pour des raisons évidentes, mais donc, heureusement, j'avais une bisaïeule très catholique, qui était encore vivante, dans le village de Gorbio, le village de Sainte-Maritime de ma grand-mère, famille maternelle, et qui m'avait fait baptiser à l'église du Port à Nice. Et grâce à ce papier, j'ai pu devenir arabisant. Si je n'avais pas eu le sacrement du baptême, je ne serais pas devant vous ce soir. En tout cas, pas pour parler de ça. Donc voilà, c'est une conjonction de circonstances qui se sont et après donc je suis allé à Damas. Liliane ici pourra témoigner, vous serez effarés quand elle vous racontera ce qui s'est passé, que ma vie sentimentale à Damas était une catastrophe aussi. Il y a prescription, on peut en parler. Et donc on m'a dit tu devrais aller à Sciences Po, tu vas peut-être trouver quelqu'un. Bon, après, on va arrêter parce que les mouchoirs vont sortir, les pleurs, les hurlements de douleur vont dire. Et donc j'ai rien trouvé non plus. Mais
Mais j'ai rencontré un de mes maîtres, Rémi Levaux, dont vous parlez, donc qui était issu des oratoriens de Pontoise, une ville que vous avez connue vous-même, et qui pensait qu'il fallait absolument étudier ce qui se passait dans la région, qui avait lui-même écrit un grand livre, il n'est pas arabisant, sur sa thèse qui a permis d'être la première agrégation de sciences politiques, sur le fellah marocain défenseur du trône. Et donc, il voulait pousser ce type de phénomène. Il a créé un centre de recherche au Caire. Et j'étais son élève à Sciences Po. Et lisant le journal, j'ai vu des reportages dans Le Monde, un journal qu'on lisait à l'époque, bien sérieux, et qui, je parle encore d'un temps, ça, et qui disait, ah ben voilà, dans les facs égyptiennes, il y a des barbus. Nous aussi, on avait les barbes de Che Guevara. Guevara étant d'ailleurs libanais, vous savez, c'est Jbala, c'était l'immigration libanaise en Amérique du Sud, mais bon, il était chrétien. Et des filles voilées qui luttent contre le despotisme de Sadat au nom d'Allah. Ça me semblait complètement incompréhensible. Et comme je suis curieux de nature, j'ai dit à Rémi Levaux, tiens, il y a quelque chose qui a l'air intéressant. Banco, et donc il m'a embauché. Et c'est là que c'est juste le moment où se passe le petit bout, je peux vous lire si vous voulez bien. Avec plaisir. J'ai des lunettes qui sont chaque année plus épaisses. Septembre 1980. Je vogue en direction d'Alexandrie à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur les mouvements islamistes. J'ai 25 ans et j'inaugure ma vocation. J'ai plongé dans l'inconnu comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envie. Son existence est tracée. Pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte? Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible. Le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine la côte sableuse à l'horizon, scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Mex, me rassérène. Nous nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant ma condamnation à mort prononcée par un djihadiste de Daesh, me rendra visite à Paris depuis les Charentes où il coule sa paisible retraite, m'apportant un sachet de berlingot salé, spécialité du cru. Merci beaucoup. Et finalement, donc ce voyage en Égypte, il a été décisif puisque vous vous retrouvez the right man in the right place à Asyut, à étudier un mouvement qui va assassiner quelques mois, semaines après le président Sadat. Et déclencher l'insurrection d'Asyut. Oui, alors quand je suis arrivé là-bas, vraiment, on se demandait qu'est-ce que je faisais là. Mes copains gauchistes vous regardaient ça avec beaucoup de suspicion parce que j'allais étudier un mouvement qui allait peut-être montrer que les masses n'étaient pas tendues toutes vers l'arrivée au pouvoir du communisme. Donc c'était contre-révolutionnaire. Ça c'était plutôt pour l'ambiance universitaire et la plupart des Égyptiens, disons, qui tournaient autour des Français francophones étaient des gauchistes. J'en ai rencontré un tout à l'heure à Montpellier qui m'a dit, je ne me souvenais pas, il m'a rappelé ça. Et là, maintenant, il était aussi vieux que moi, donc c'était un vieux ex. Mais lui, il était resté gauchiste. Et même franc-maçon, m'a-t-il dit. Donc, je sais pas s'il est là. Tu es là. Talat. Morgoud. Fait. Là. Morgoud. Pas venu. Et donc, quant aux gens de l'ambassade, un hurluberlu de 25 ans n'avait pas le droit de connaître quelque chose dont ils n'avaient pas décidé que ça existait. Donc j'étais très mal vu aussi. Et effectivement, je traînais à l'université d'Asyut, j'étais chargé de la coopération. J'avais pris Asyut parce que j'avais étudié la philo autrefois
Et à Siout avait vécu un philosophe néoplatonicien qui s'appelait Plotin, sur lequel j'avais rédigé ma maîtrise. Et donc, j'avais trouvé que c'était une excellente couverture pour aller. Alors, personne ne se souvenait qu'était Plotin, bien sûr, en arabe on dit Afloutin. Et c'était très très émouvant de se retrouver là, parce que ça faisait voyager dans l'histoire entre le présent et le passé, le néoplatonisme. Et puis j'avais remarqué que les étudiants étaient très très virulents. C'était une ville où il y avait beaucoup de chrétiens encore, et donc un fort ressentiment des musulmans, considérant que les chrétiens avaient indûment accaparé des emplois, etc. Et je distribuais des bourses pour la France, qui faisait de moi quelqu'un qu'on fréquentait. Et un jour, je rencontre un garçon très intéressant, qui était maître assistant, enfin jeune maître débutant. Il s'intéressait au droit des satellites. Et puis il m'invite à déjeuner, et il s'assoit, il sort un énorme revolver qu'il met sur la table. Alors, malgré toutes les guerres à l'intérieur de l'université française, si vous voulez, Frédéric Worms ne serait jamais sortir un revolver, ça ne m'intéresserait jamais à déjeuner de toute façon, mais l'école normale supérieure. Bon, alors je lui dis, tiens, il me dit, c'est très simple, j'appartiens à la famille X, et en fait dont j'ai découvert ensuite qu'elle contrôlait une partie du trafic de hashish de la région. Mon père est là, et la famille, nous venons de tuer dans la famille Y un gars qui a à peu près mon âge et ma situation sociale. Donc je suis la cible. Peut-être c'était pas vrai qu'il m'a dit ça pour me manipuler. Et évidemment, je lui ai donné une bourse, parce que lui donnant la bourse, je faisais monter sa situation sociale. D'abord, il s'est mis à l'abri je crois que c'était à Nantes, au Saint-Nazaire. Et il a fait une thèse ensuite. Il est même devenu doyen de la faculté. Et donc, grâce à lui et à d'autres, j'avais toutes sortes d'accès, et j'entrais dans cet univers des campagnes néo-urbanisées, enfin des frustrations. C'était très intéressant d'entendre ça. Bon, mon arabe était encore débutant, je comprenais pas tout, mais je recevais, on me donnait des tracts, enfin je ramassais énormément de choses. Et puis un jour, donc le 6 octobre, c'est 1981, donc c'était le 8e anniversaire de la guerre d'octobre 73. Je rappelle cette date parce que ce qui s'est passé cet automne, c'était le 7 octobre 2023. Et donc il y a aussi une grande résonance. Le jour du déclenchement de l'attaque des kibboutz israéliens à partir de Gaza et du festival de musique, c'est aussi 50 ans jour pour jour après le début de la guerre d'octobre, qui est la revanche arabe contre Israël, contre la guerre des 6 jours. Donc, sa date paradait comme si la victoire avait été la sienne. Mais en fait, la victoire, c'était quand les Saoudiens ont fait l'embargo sur le pétrole. Et ce qui a changé le monde, comme le monde est en train d'être changé en ce moment. Et dans les suites de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, ce jour-là, j'étais chez moi, c'est un jour férié, et l'employée de maison, qui était une dame très sympathique, femme de policier, donc j'étais assez discret sur mes activités, et je la vois revenir à la fin de son service vers 14h, le visage, et je lui dis, tu as oublié quelque chose, et elle me dit, Monsieur Gill, parce qu'en arabe, s'il y a des gens qui parlent égyptien, je le dis en arabe, je traduirai, Monsieur Gill, سمعت في راديو البواب ضربوا الرصاص على السادات إن شاء الله يموتوه. C'est-à-dire, Monsieur Gilles, j'ai entendu sur la radio du portier, on a tiré sur Sadat à coup de feu, Inch'Allah, plus besoin de traduire ça dans la France d'aujourd'hui, Yemaouetou, c'est-à-dire qu'il l'ait tué, qu'il l'ait mis à mort. Et c'était très surprenant que la femme d'un policier, qui n'était pas particulièrement fanatique religieuse, mais bon, pieuse, invoque le Dieu de l'islam devant un infidèle pour se féliciter de la mort du despote, d'une certaine manière, du pharaon. Et là, effectivement, le sujet obscur et sans intérêt que j'étudiais est devenu un objet d'attraction. Moi, des charters d'étudiants américains sont venus, mais j'avais 2 ans d'avance. L'ambassade m'a interdit de faire quelque déclaration que ce soit, sinon sous menace d'expulsion. Mais bon, j'ai continué à faire. Le vent m'a protégé, et c'est ça qui a donné
le premier livre, le prophète et Pharaon, qui est paru en 1984 et qui a été traduit dans toutes sortes de langues tout de suite. Donc ça, c'était en fait le premier livre sur ce phénomène. Et on a vu donc que c'était une intuition qui vous avait mis sur la bonne voie, et c'est également une intuition qui va vous permettre au milieu des années 80 de vous intéresser au phénomène de l'islamisme, enfin, des mouvements islamistes. Oui, vous pouvez dire islamisme maintenant, de toute façon. Non, vous savez, on essaye. Oui, vous êtes très. Si j'étais encore votre professeur, je vous mettrais une très bonne note, mais malheureusement, on est obligé de faire avec la société. Dans les banlieues françaises. Oui. C'est Rémi Levaux aussi, mon patron, qui faisait les allers-retours entre la France et l'Égypte. C'était au début du premier septennat Mitterrand. Et il me dit, écoutez, il y a des choses très curieuses. C'était ce moment terrible qui a détruit la France. Aujourd'hui, on voit dans les quartiers. J'étais à Mulhouse faire une conférence l'autre jour, la désertification, les friches industrielles partout, et les enfants d'immigrés laissés sur le carreau qui ont abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ce moment où la suite de la hausse du pétrole, etc., du coût de la main d'œuvre et les capitalistes européens, c'est l'ex-trotskiste qui parle, vous reconnaissez, décident de détruire, de casser l'instrument de travail et de tout délocaliser en Chine et en Inde. Et donc vous avez ce chômage massif et donc des grèves très importantes, notamment dans les industries qu'on appellerait labor intensive, c'est-à-dire consommatrices de main-d'œuvre, les chaînes d'assemblage des usines automobiles et autres, et où vous aviez une très importante main-d'œuvre originaire de l'immigration. Et dans les usines occupées, vous avez un certain nombre d'ouvriers avec en bleu de chauffe avec Renault, Talbot, à l'époque Citroën dans le dos, qui prit en direction de la Mecque. Donc là, il y avait quelque chose. Donc Levaux me dit, allez voir. Donc je rentre en France, il me fait rentrer au CNRS, donc il fallait bien que je fasse ce qu'il me disait. Et on a monté une équipe d'enquête pour ça. Et ce qui était intéressant, c'est que, en fait, j'ai essayé dans l'Hexagone les catégories que j'avais créées, les outils que j'avais forgés, si vous voulez, en Égypte. Oui. Et donc, une anecdote parmi 1000, donc laquelle je vais imiter l'accent marseillais. Alors, j'ai le droit, étant à moitié niçois d'origine, donc c'est plutôt la lutte contre un oppresseur que le mépris du Parisien pour les parler des méridionaux, hein, puisque vous êtes et donc c'est pas que j'ai à Toulouse, là j'ai essayé à Toulouse, j'ai pris beaucoup plus de précautions. Et donc je suis à Marseille un jour dans l'enquête et à la Castellane. Zidane avait 13 ans, donc il n'était pas encore inventé, mais il est possible que sur la place Tartane, le ballon que j'ai pris dans la figure, c'était envoyé par Zinedine Zidane, enfin en tout cas, dit que c'était là. Et donc c'était chez lui, et il y avait une mosquée, une salle de prière qui s'était créée dans une cité HLM, qui était très prisée déjà, parce que un HLM avec une salle de prière en bas, ça voulait dire que les dealers n'osaient pas squatter la cage d'escalier, mettre des nourrices, parce que ils avaient honte par rapport aux religieux. C'est des choses qui ont donné ensuite le rôle pacificateur des imams, ouvrir une mosquée, c'est fermer une prison, enfin tout ce que les frères musulmans ont développé dans leur négociation avec les autorités locales. Et donc je vais discuter avec ce monsieur qui me reçoit très aimablement, et je lui dis dans le cours de la conversation, je pose une question que je ne pourrais plus poser aujourd'hui, enfin qui serait plus acceptable aujourd'hui, mais en 86, donc moins de 25 ans après l'indépendance algérienne, c'était encore parfaitement possible. Je lui dis au fait, comment il s'appelait, vous êtes français ou algérien? Et il me répond ceci, donc l'accent fait partie du l'accent. Je suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulman. T'es con. Comme vous savez, je sais pas comment vous allez traduire ça en langage des sourds, mais
Le Técon est un signe plutôt de familiarité et d'amitié, hein, c'est pas du tout de l'hostilité dans le. Et c'était très intéressant parce que français et algérien, c'était quelqu'un qui était écartelé par chacun des États. Et lui, face à cet écartèlement horizontal, reconstituait une identité verticale, avec les pieds dans la glèbe, dans le turf marseillais, et la tête dans le ciel musulman. Et on voit, oui, c'est quelque chose qui a l'air complètement anecdotique, mais sur lequel je base, qui me donne une clé pour comprendre ce qui est en train de se passer, que je vais observer. Un autre exemple, on fait une enquête par questionnaire semi-directif, on pose toutes sortes de questions, j'ai une petite soixantaine de personnes, c'est pas grand-chose. Et à l'époque, à part pour les Maghrébins où le français était parlé par les jeunes, enfin, il y avait très peu, les jeunes étaient très jeunes à l'époque. Il y avait peu de ce qu'on appelle les jeunes de banlieue. Il y avait des enfants, mais il n'y avait pas une masse de population qui avait entre 14 et 25 ans, disons. Et donc la plupart des questionnaires doivent être administrés en arabe, en saracolé, en turc. La majorité n'est pas en français. Je referai l'expérience en 2010. Et là, il n'y a plus que les Turcs et les Pakistanais, les vieux Turcs. Les jeunes parlent désormais, tout ce qu'on a à l'époque, très peu. Et parmi les questions nombreuses, il y a celle-ci. Accepteriez-vous que vous ou vos enfants soyez invités à déjeuner chez un non-musulman? Et en 1986 ou 1985, pendant le Ramadan, les réponses, une grosse moitié, à peu près, dit d'accord, mais on mange pas de cochon et on boit pas de vin. Un gros tiers dit qu'est-ce que c'est que cette question raciste? Pourquoi est-ce que vous posez ça? C'était scandaleux. Évidemment, c'est l'amitié, que ça n'a rien à faire avec ma bon. Un tout petit groupe, surtout ceux qui venaient d'arriver, qui ne connaissaient rien, disent jamais chez les infidèles, jamais bon. Mais tout petit. Et puis un groupe minuscule dit d'accord, mais il faut que ce soit halal. C'est très différent de pas de porc et pas de vin, parce que pas de porc et pas de vin, c'est une décision individuelle. On peut s'en abstenir. Halal veut dire que vous avez une communauté qui a fourni un environnement culturel, alimentaire ou diététique, si vous voulez, et que ça passe par l'identification communautaire, et non plus par le marqueur individuel. En 2010, on a fait une enquête beaucoup plus importante avec les moyens de l'Institut Montaigne, qui n'avait pas été inventé à l'époque avant, et que auquel j'aurais pas pu accéder quand j'étais jeune, bien sûr. Et on pose la même question. Donc, même sur Ramadan, 5 ans après les émeutes de 2005, et j'ai passé avec l'équipe que j'avais 1 an à Clichy-Montfermeil. Enfin, il y avait toujours quelqu'un. Moi ou d'autres, on dormait sur place. Enfin, on avait complètement. C'est un travail en profondeur pour essayer de comprendre les émeutes. Pourquoi elles avaient éclaté là, et sur le politique, le religieux, l'éducation, le travail, je sais plus, l'ordre, enfin. Et donc. Même question exactement, et les réponses sont complètement différentes en exactement un quart de siècle. La réponse, qu'est-ce que c'est que cette question débile, a disparu. Pas de porc et pas d'alcool, plus grand-chose. J'ai plus les chiffres en tête exactement. Un tout petit peu encore chez ceux qui viennent d'arriver de jamais, et 75%, c'est d'accord à condition que ce soit halal. Et donc, on voit comment la prégnance de la structure communautaire s'est substituée. Et effectivement, vous avez une progression très, très importante pendant ce quart de siècle des institutions de ce qui va établir une norme
islamiques, alors, avec des exposants très variables, dans l'espace français. Et je crois que là encore, la façon dont j'ai pu faire ça était très liée au fait que je faisais des allers-retours très réguliers avec le monde musulman hors de l'Hexagone. J'avais beaucoup travaillé dans la péninsule arabique juste avant, et puis suivi les différentes phases de djihadisme en Algérie, en Égypte, en Bosnie, etc. Et j'ai essayé toujours de créer, d'identifier ces allers-retours entre les sociétés européenne, enfin la nôtre notamment, et son environnement, ce qui me rend très attentif aujourd'hui à tenter d'anticiper ce que vont être, ce que commencent déjà à être les conséquences de ce qui n'a pas fini de se dérouler entre Israël et Gaza sur les sociétés européennes et également sur l'ordre mondial. Alors on n'aura pas du tout le temps d'aborder la totalité des points de bascule et de rupture comme celui que vous venez d'évoquer. Et de toute façon, il faut laisser l'occasion au public nombreux ici de le découvrir en lisant Prophète en son pays. Mais j'aimerais quand même juste revenir sur l'année 89 ou sur la petite séquence 88-89 parce que vous en faites justement un moment de bascule et de rupture très significatif. Alors ça, c'est ce que la chouette de Minerve ne se lève qu'au crépuscule, et bon, vu mon état crépusculaire, je peux faire la chouette de Minerve. J'ai été très attentif, justement, à essayer d'identifier, évidemment, on ne peut le faire qu'après, les points de bascule. Vous voyez, par exemple, pour moi, des fois, c'est amusant, parce que, cette histoire est scandé par la Saint-Valentin. Et le destin du Moyen-Orient dans l'ordre du monde, qui est en train de basculer d'ailleurs très significativement, c'est le 14 février 1945, quand Roosevelt, qui arrive de Yalta, rencontre Ibn Saoud sur le croiseur, ça s'écrit Q-U-N-I-C-Y, ça n'est pas le 20 le Quincy, puisque pour Ibn Saoud, c'est le président Quincy américain, mais non, c'est sur le croiseur Quincy. Et là, il prononce les serments qu'on prononce lors de la Saint-Valentin, amour toujours, c'est-à-dire mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole. Et ça assure les approvisionnements pétroliers de l'Ouest, les États-Unis étant déjà producteurs, et ça les enlève surtout aux soviétiques. C'est l'un des éléments clés qui va être dans les équilibres de la guerre froide. Mais donc il y a un autre 14 février, il y en a plusieurs autres, mais un autre qui est en 1989. Et entre-temps, la relation saoudo-américaine a bougé. En 1979, il y a la prise de la grande mosquée de la Mecque par des militants islamistes, c'est-à-dire qui étaient les élèves des principaux oulémas saoudiens, qui ont poussé ça au terme. Ça, c'est un élément considérable, c'est un blasphème terrible, et vous savez que la France laïque a joué un rôle fondamental, puisque ce sont les gendarmes du GIGN qui reprennent la mosquée, qui était dirigée par un capitaine dont le nom était inspiré par Allah concernant, il s'appelait le capitaine Baril. Donc, et d'ailleurs, les insurgés accusaient les Saoudiens, les dirigeants saoudiens d'adorer davantage le baril de pétrole rond que la Kaaba carrée de la Mecque, et le billet vert que le livre vert. Et donc, à la suite de ça, donc les Russes entrent en Afghanistan le jour de Noël. Les Iraniens, le 1er février 79, sont rentrés déjà. Enfin, Khomeini est revenu de Naufle-le-Château, et au grand désespoir de la boulangère, parce qu'il avait le bec sucré. Bon, elle a pris sa retraite sur la Côte d'Azur, et au moins ça fait au moins une heureuse cette histoire. Et donc
Et donc, les Américains vont soutenir le djihad en Afghanistan, c'est-à-dire le djihad de sunnites qui vont chasser les envahisseurs soviétiques athées russes de la terre d'islam afghane. D'accord ? Et ça va tuer deux oiseaux, faire d'une pierre deux coups, comment dire en français. D'un côté, ça sera une occasion pour les sunnites, à la tête desquels il y a l'Arabie Saoudite et toutes les pétromonarchies sunnites de la péninsule, qui ont été défiées par la révolution islamique iranienne, de montrer que ce sont les meilleurs défenseurs de l'islam et qu'elles peuvent bouter l'infidèle athée et communiste hors de la terre d'islam afghane. Et d'autre part, pour les États-Unis, ça sera l'occasion de détruire le communisme et d'infliger à l'Union soviétique son Vietnam, mais un Vietnam qui sera conclusif, si vous voulez. Et donc ce processus, qui va faire sortir justement l'Arabie Saoudite de la position simplement de station d'essence des États-Unis. Oui. Ils sont encore instrumentalisés, mais le processus va se déglinguer. Il finit lorsque l'année dernière, Joe Biden, qui avait dit que jamais il ne serrait la main sanguinolente de Mohammed Ben Salman, après le début de la guerre d'Ukraine, va à Canossa et lui demande, comme si on était toujours à l'époque du Quincy, d'augmenter la production pétrolière pour faire baisser les prix et ruiner les Russes. Alors d'abord, la photo est extraordinaire. Comme I will never shake hand. Et alors Ben Salman le reçoit avec le check du poing. Je sais pas, il y a la photo, je ne lui serre pas la main. Et l'autre lui dit, en gros, poliment, va te faire voir. Je ne suis plus de la station d'essence. J'étais hier à Paris, j'avais un rendez-vous et un embouteillage terrible, et je suis coincé aux Invalides parce que il y avait la visite d'État du prince Tamim du Qatar. Chose absolument hallucinante où il y avait une centaine de chevaux de la garde républicaine qui jouaient l'hymne qatari et la trompette. Ensuite, des escadrilles de motards, Tamim dans son... puis d'autres chevaux derrière qui allaient des Invalides à... Et bon, alors bien sûr, il y a 10 milliards de contrats qui vont profiter. La Comédie du Livre, évidemment, de Montpellier, j'ai fait mon possible. Hein, mais ce sont aussi, sur la demande des Israéliens, mais ce sont aussi les Qataris qui ont financé le Hamas. Donc on voit bien où a basculé la richesse du monde. C'était très frappant, ça m'a beaucoup frappé à moi. Donc, ce processus est passé justement par la fin, par le départ de l'armée rouge d'Afghanistan, 15 février 1989. Et moi, j'avais 34 ans à l'époque, je savais lire et écrire, je suis à peu près, et même moi, je n'y ai pas fait attention. Pourquoi ? À cause de ce qui s'est passé la veille. Alors, imaginons qu'on soit, ça m'a rajeuni, dans un amphi de Sciences Po, donc on a tous 60 ans de moins à la louche, et donc allez, 50, 40 à l'école, 30, comme vous voulez, je veux pas faire ça. Et donc, alors, puisque vous allez être, puisque vous protestez, il faut pas attirer l'attention du prof, parce qu'après, pour dire, je vous dis, mademoiselle, que s'est-il passé le 14 février 1989? Donc, vous devez me répondre avec en zeuzetant, monsieur, c'était la Saint-Valentin. Je vous réponds, mademoiselle, vous avez raison, mais ça n'est pas la bonne réponse. C'était la fatwa de Salman Rushdie. De Khomeini condamnant Rushdie à mort. Pourquoi la veille? Puisque c'était l'occasion, par une manipulation assez géniale, il faut le dire, du soft power, ça lui a coûté rien de faire ça, une déclaration à la télé, de renverser complètement la vapeur et d'occulter ce qui se passerait le lendemain. Le 15 juillet, le lendemain du 14, c'était le retrait soviétique d'Afghanistan. Donc victoire des sunnites. Personne n'y a fait attention, parce que tout le monde a été stupéfait par ce scandale
C'est le scandalon en grec, c'est le pavé qui dépasse et qui vous fait trébucher, ce qui fait qu'on voit sous vos jupes. Et d'où, nous, ici, le scandale de la fatwa. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, il y en a des dizaines par jour, ces fatwas comme ça. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'absolument inouï. Et ça a permis à Khomeini de tirer le tapis sous les pieds des Saoudiens et des Sunnites. Ce qui n'a pas empêché, après, quelques mois plus tard, la chute du mur de Berlin, qui en a été la conséquence directe. Mais jusqu'à une époque assez récente, il était très difficile de faire entendre aux généralistes, aux diplomates spécialistes des relations internationales, que la chute du mur de Berlin était directement corrélée avec le fait que l'armée rouge avait été défaite, était devenue un tigre de papier, pour parler comme les Chinois. Ils disaient toujours c'est à cause de la guerre des missiles. C'est vrai, bien sûr. C'est la domination. Les États-Unis gagnent la guerre de missiles antimissiles, enfin les équilibres de la terreur. Mais l'estocade est fournie par quelque chose qui se passe dans le monde musulman, mais que les chiites ont occulté pour leur propre gouverne. Oui, c'est donc. Et au fond, j'ai essayé de faire ça tout au long de mes années de formation, de ce Bildungsroman que vous écrivez, parce que toujours j'ai essayé de faire comme ça, c'est-à-dire aller sur le terrain, recueillir. Je suis curieux de nature aussi. J'aime bien entendre des choses qui déstabilisent mes convictions, mes persuasions préalables, pour les passer au banc de test, si j'ose dire, et après les transformer et les changer. Et j'ai passé mon temps à remettre en cause ce que j'avais vu, à lancer des hypothèses que j'ai ensuite construites. Quand j'ai publié mon livre Djihad en 2000, il était sous-titré Djihad, expansion et déclin de l'islamisme. Et ça voulait dire quoi? Que dans les années 1990, vous aviez eu une phase d'expansion des mouvements islamistes en Afghanistan d'abord, puis sur le modèle d'Afghanistan, djihad en Égypte contre Moubarak, djihad en Algérie, regardez un souvenir cruel, djihad en Bosnie et en Tchétchénie, auquel on a prêté très peu attention, mais Anzorov en est et Samuel Paty en sont les victimes, si vous voulez. Et de même, Daniel Bernard, je sais plus comment c'est. Daniel, non? Dominique Bernard à Amiens. Et donc, j'ai essayé de montrer comment, dans les années 90, après une phase de montée en puissance, les mouvements islamistes qui n'ont pas réussi à gagner les masses ont périclité. Et je publie en 2000. En 2001, 11 septembre, Canard enchaîné, Noix d'honneur, Keppel, j'ai complètement planté, on doit faire des économies, mettons-le à la porte. J'ai passé ma vie à être mis à la porte. Là, ça va arriver, hein, mis à la retraite le 1er septembre, anticipé, le jour de la Saint-Gilles, donc c'est formidable. J'y vois un destin extraordinaire. Et donc, je vais voir dans la région tout de suite. Le Quai d'Orsay très perturbé, non pas par ce qui m'arrivait, mais par la situation qui n'est pas anticipée. On voit faire une mission un peu partout. Et puis, je me rends compte, en étudiant les textes, en parlant les gens, etc., que en fait, on a une nouvelle phase. C'est-à-dire que le 11 septembre, c'est le même raisonnement que celui que j'ai fait, que font Ben Laden et Zawahiri. C'est-à-dire, ça a échoué. Le djihad a échoué. Le djihad contre l'ennemi proche, c'est-à-dire contre Moubarak, contre Chadli, etc. Il faut trouver un nouveau type de djihad qu'on projette dans l'universel, même contre la Palestine à l'époque, puisque le 11 septembre est l'enfant de la seconde intifada. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler parce que aujourd'hui, le 7 octobre, c'est le 11 septembre en Israël, qui revient sur Israël, si vous voulez. L'effet de surprise,
face à l'ennemi surpuissant et superbe, l'Amérique et l'entité sioniste, entre guillemets, et avec il y a des éléments de correspondance et d'écho très forts. Et donc, je commence à élaborer le fait que c'est une nouvelle phase du djihad qui va être le djihad contre l'ennemi lointain, et qui est Al-Qaïda, Ben Laden, contre l'Amérique, qui a tapé ensuite en Espagne, 911 jours juste après le 11-9, le 9-11 en anglais, hein. Ensuite à Londres, ailleurs en Afrique. La France est épargnée à l'époque parce que les renseignements français, du fait de la gestion du débordement du djihad algérien en France et de la répression assez efficace, est crédité par les djihadistes internationaux d'une efficience particulière. Et jusqu'à l'affaire Mera, il n'y a rien. Ce qui a fait que le renseignement s'est endormi sur ses lauriers d'ailleurs. Et qu'ils n'ont pas compris Mera, ils n'ont pas été capables d'analyser, et ils n'ont pas été capables de voir que de Mera allait sortir, enfin, ce dont Mera était le signe et le nom, allait sortir 2015, c'est-à-dire Charlie Hebdo, Hypercacher, Bataclan, et puis tout le Daesh. Et après, je me rends compte que Ben Laden est liquidé, il sera liquidé en 2011, mais d'ores et déjà, avec l'Irak, c'est-à-dire quand Al-Qaïda décide d'aller sur le terrain irakien et quand les Américains sont arrivés en armant les sunnites, ils perdent la guerre. Ce sont les chiites qui vont l'emporter contre eux. C'est de nouveau l'histoire sunnite syrienne. Et donc, mon analyse, là, très vite, c'est que c'est la fin de la deuxième phase. Et je commence à penser en termes hegeliens, si vous voulez. Une dialectique en 3 temps du djihadisme. Une phase, disons, de départ, à savoir le djihad contre l'ennemi proche, qui échoue. Ensuite, une phase de négation, négative, au moment de la négation, l'ennemi lointain, et ensuite, qu'on dirait en allemand, Aufhebung, de négation de la négation, de dépassement, qui sera Daesh. C'est-à-dire, c'est plus un djihadisme centralisé, pyramidal, presque léniniste, hein, mais un djihadisme réticulaire, qui sera Daesh, et qui va non plus viser l'ennemi lointain en Amérique, c'est trop loin, c'est trop compliqué, mais l'ennemi à mi-chemin, c'est-à-dire en Europe et notamment en France, avec des allers-retours entre ici et le bled, qu'il suffit de piquer son sac à une vieille dame pour financer le charter. Oui. Et donc, c'est ça que j'essaye de comprendre, de mettre en face toujours. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, je trouve ça assez rapidement. Dès, encore une fois, 14 février. Le 14 février 2005, Hariri est assassiné, mais c'est pas la bonne réponse. Le YouTube obtient sa licence d'exploitation en Californie. Et ça change tout. Plus besoin d'Al-Qaïda. Plus besoin d'Al Jazeera. Parce qu'Al Jazeera est le support d'Al-Qaïda. Il vous suffit, avec Facebook Live, etc., vous pouvez prendre en otage un infidèle, l'égorger, vous filmer vous-même et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Donc on n'a plus besoin d'une organisation, plus besoin d'aller envoyer, de prendre des aéronefs comme le 11 septembre. Et donc on se substitue un djihadisme réticulaire, en réseau, en network si vous voulez, au djihadisme pyramidal. Et ce qui est très frappant, et ça je le trouve assez vite, et je traduis ça dans un livre qui n'a eu absolument aucun succès, mais la recherche c'est time to money, ou location. Si vous avez le meilleur magasin, la meilleure mercerie du monde, si elle est située dans une rue où personne ne veut acheter de boutons, ça sert à rien. Si vous publiez en avance quelque chose, ça n'intéresse personne. Flop total. Mon livre qui s'appelait Terreur et martyr est un échec partout dans le monde. Et pourtant, je traduis dedans ce qui va être la doctrine de Daesh, qui est donc en 2008, qui est traduit à partir d'un texte paru en 2005 en arabe,
d'un certain Abu Mus'ab Souri, Abu Mus'ab le Syrien, qui est francophone et qui a ensuite qui a épousé une Espagnole pour avoir le passeport Schengen, qui est le kit de base du djihadiste international, etc. Et qui explique qu'il faut attaquer en Europe, qu'il y a une jeune génération qui est mûre pour ça, qui est mécontente, qu'ils peuvent aller au Moyen-Orient, revenir, etc. Donc il a créé Daesh, enfin ce qu'on a connu. Et j'ai ça, c'est lisible en français, c'est traduit. Mais le patron du renseignement, influencé donc par Olivier Roy à ce moment-là, dit en 2012, Mera, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire. Et n'anticipe pas. Alors ce qui était très, très, très marrant, parce que pour donner raison un peu à Olivier Roy, qui dit c'est tout pareil, etc., Souris faisait des études d'ingénieur en France, qui n'est pas allé... C'était pas mieux réussi que moi pour le concours d'entrée à l'école normale supérieure, mais chacun à notre manière. Après, on a fait des bêtises qui marquaient. Et il suivait. Je croyais que c'était une école d'ingénieur. Puis, faisant une conférence devant des gens qui connaissaient ça, ils me disent non, j'ai suivi un flic. Enfin, j'ai suivi son dossier. Il était à Jussieu, faculté de Jussieu, à Paris. Or, Jussieu, à ce moment-là, il y avait une porosité entre le département de maths, ingénieur et de philo, c'était le bastion de Gilles Deleuze, l'auteur de la théorie du rhizome révolutionnaire. Je vois que les plus anciens gauchistes parmi vous comprennent ça facilement. C'est-à-dire qu'après mai 68, s'opposait au léninisme, le gauchisme spontanéiste, etc., qui expliquait c'est pas le Parti communiste qui va déclencher la révolution, c'est comme les maoïstes disaient, Jesmar partout. C'est-à-dire, il faut tuer des petits chefs, etc., multiplier les provocations. Il y aura une répression massive de la bourgeoisie, et les masses, enfin, secourront la torpeur que leur impose le Parti communiste, qui ne vise qu'à s'acheter des voitures à crédit. Et en fait, ça y est, le monde va basculer. Et ce qui est très frappant, c'est que, même s'il ne le cite jamais, le raisonnement de Souris fonctionne de la même manière. Et Daesh, c'est un de Gilles Deleuze qui aurait réussi, si j'ose dire. Quand je dis ça, les malheureux, déjà j'ai du mal avec le wokisme, mais là vraiment je le mérite. Et donc, et effectivement, il y a ces porosités. Annick Riegel appelait ça dans son temps la contagion des révolutionnarismes. Et ça, ce sont des choses qui m'ont toujours beaucoup intéressé, d'arriver à comprendre ces porosités, ces pénétrations, ces transformations, la façon dont un mouvement apprend de ses erreurs et se transforme, oui, pour se mettre à l'unisson du reste. Et c'est du coup ce qui a fait que, avec la destruction de Daesh, j'ai essayé justement de créer un nouveau mode de perception de ce qui se passait, dont l'assassinat de Samuel Paty, si vous voulez, est le paradigme. Abdullah Anzorov n'appartient à aucune organisation, à un milieu tchétchène très radicalisé par l'expérience tchétchène, la lutte contre la Russie. Tous ces Tchétchènes ont bénéficié de statut de réfugié politique, offert par Alain Juppé pour lutter contre les horreurs staliniennes. Et éducation prise en charge par le contribuable, tout, quoi. Et donc, et en fait, on est dans le monde du développement des réseaux sociaux, qui avait déjà commencé avec Daesh. Et c'est ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, qui a suscité pas mal de controverses, puisque vous n'avez plus il n'y a pas un donneur d'ordre, il n'y a pas quelqu'un qui dit, on n'a pas trouvé quelqu'un qui dit Anzorov, fais-le. Il avait envie de passer à l'action, et puis donc cette fille ne va pas en cours au collège de Conflans-Sainte-Honorine, et dit au père, divorcé de la mère, je suis pas allé en cours, le prof m'a fait sortir parce que il a fait des choses contre l'islam. Il a montré le prophète nu, enfin les caricatures. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que les caricatures de Charlie Hebdo, c'est Michel-Ange, personnellement. Je trouve que c'est assez con, mais bon, personne ne trouve.
Une étoile est née, où il est là avec... Il y a un type qui prie à poil avec une étoile dans le fondement et qui a une tête qui regarde. Bon, on peut se moquer de la religion si on veut. Là, c'est perçu aussi par le musulman de base comme une humiliation qui lui est infligée. Je me suis engueulé avec Richard Malka quand c'est paru à l'époque assez violemment là-dessus et je ne dis pas ça pour protéger mes arrières, quoi que ce soit. Maintenant, c'est ainsi, et après, évidemment, ça n'excuse pas l'assassinat. Loin de là. Et donc, je suis pas sûr que si j'avais été un prof de lycée, je suis pas sûr que j'aurais procédé de la manière dont a procédé le malheureux Samuel Paty, mais c'est ainsi, et maintenant, il faut le défendre. Et donc, il voit un activiste pro-palestinien, enfin pro-Cher Yassine, ils mettent ça en ligne, bon, pas beaucoup de succès. Et puis, un mouvement donc de lobbying islamiste qui s'adresse aux élus en disant, qui s'appelle l'UAM 93, l'Union Gestion Musulmane 93, Seine-Saint-Denis, que j'avais pas mal fréquenté quand je connaissais bien, travaillais sur Clichy-Montfermeil, le relaie. Et c'est donc des gens qui vont voir les candidats et qui disent, voilà, je vous apporte 600 voix de lecteurs musulmans. Je veux le poste d'adjoint qui attribue les HLM. Je veux tant d'emplois municipaux, halal à la cantine, et donc c'est la négociation. Et le gars me disait, son père était officier de renseignement dans la gendarmerie algérienne, donc je ne sais pas si c'était passé dans les gènes. Et il dit, nous, c'était un lobby, on s'en fout. On va voir les communistes, s'ils ne marchent pas, on va voir les socialistes, les centristes, l'UMP, le Front National qui ne touchait pas le. Et à Aulnay-sous-Bois, par exemple, les socialistes leur avaient tout promis. Donc ils ont appelé, effectivement, les 600 voix arrivaient dans une petite ville de banlieue où les gens votent plus beaucoup. Quand vous dites à un candidat, j'apporte 600 voix, monsieur, je vous en prie, vous rendez bien quelque chose. Et donc, le maire en question leur a dit, allez vous faire voir ensuite. Résultat, l'élection suivante, ils l'ont fait battre, ils ont fait élire un gars qui était pourtant syndicaliste d'extrême droite dans la police. Donc il n'était pas connu pour une islamophilie, si j'ose dire, délirante, mais néanmoins, il les tenait. Et c'est leur réseau social qui était énorme, qui répercute ça va jusqu'en Algérie, ça, et c'est ça que voit Anzorf. C'est à partir de ce réseau social, et qu'il va ensuite passer à l'acte, brancher le couteau, tuer Paty, payer les élèves pour l'identifier, etc. Et donc, il fallait trouver une manière de rendre compte de ce type de phénomène, parce qu'on n'est plus dans les organisations. Et ça se reproduit avec Dominique Bernard ensuite. Et donc, quand j'ai parlé de djihadisme d'atmosphère, en fait, j'ai emprunté ça en partie à quelqu'un dont j'avais été assez proche un moment après, on s'est séparés, mais qui est décédé maintenant, un grand sociologue français qui s'appelait Bruno Latour, qui avait publié un volume dans lequel collectif auquel j'ai participé après un colloque ensemble à la Fondation Cini à Venise, qui s'appelait Les atmosphères du politique. Et donc, en fait, les réseaux sociaux créent une atmosphère, un mode d'identification, des normes qui sont assez fluides. D'autant plus qu'il n'y a pas il peut y avoir des prédicateurs, mais ça passe par le réseau social principalement. Et à partir de là, celui qui a été socialisé dans un milieu favorable va décider de passer à l'action. C'est ce qui se passe avec Paty. Et Macron théorise le séparatisme 15 jours avant, on oublie ça, le discours des Mureaux, qui était pour moi une chose importante, puisque les Mureaux, c'était le lieu où le policier Jean-Baptiste Salvin et son épouse ont été tués par la Russie à Balles. Et le lendemain matin, j'avais encore mon séminaire, il n'a pas encore été fermé par l'autorité administrative, qui s'appelait Violence et dogme à l'école normale supérieure, et on avait invité, pour clore le séminaire,
Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, et Thierry Mandon, qui était ministre de la Recherche, sur le thème le savant et le politique. Puis je vois ce qui se passe le soir, et je me dis, Cazeneuve ne pourra pas venir. Bon. Et puis le lendemain matin, un journaliste m'appelle très tôt. J'étais en train de me raser, mais je ne pensais pas à être président de la République. Et il me dit, Gilles, écoutez, voilà, je vous dis un truc un peu embêtant. J'étais en train de scripter les déclarations de l'assassin hier, et vous êtes condamné à mort, vous êtes le premier sur la liste. Ah bon? Bon, bah, bonne chance. Hein, bon. Je crois qu'il n'était pas mécontent parce que je n'aimais pas trop les universités. Bon. Après lui-même, quelques ennuis, mais c'est la revanche de Dieu. Et donc, puis ensuite, j'ai quelqu'un de chez Cazeneuve, je dis, je suis au courant, j'étais impressionné. Et je dis, j'imagine que le ministre ne viendra pas. Elle me dit, non, mais vous allez le revoir parce que vous êtes convoqué avec tous les... chez lui après le séminaire. On fait le séminaire chez lui. Et en fait, j'ai découvert là, je ne savais pas que ça existait, Facebook Live, c'est-à-dire quelque chose où vous faites une vidéo que vous mettez en ligne. Aujourd'hui, c'est trivial tout de suite, mais à l'époque, c'était encore assez neuf. Et il avait fait une déclaration, disant, mes frères, je vais mourir en martyr, j'ai tué les policiers, vous devez faire la même chose, il faut tuer tous les journalistes, et d'abord Gilles Kipel. Alors, même si l'université m'a pas toujours très bien traité, je revendique de mourir en martyr quand même pour l'université. J'espère, même s'il y a des journalistes dans la salle, ne me prenez pas mal, mais pas comme journaliste. Il y a quand même, il faut pas mélanger, quoi. Et puis, bon, il y avait après d'autres journalistes qui étaient sans demander pourquoi. Je leur ai expliqué, mais je n'ose pas vous dire ça devant. Et donc, je me suis retrouvé pendant 18 mois sous protection policière, ce qui était un phénomène un peu compliqué à vivre et qui m'a surtout causé des sciatiques épouvantables. Et je ne pouvais plus bouger et finalement j'ai trouvé le pape du dos à la salpêtrière qui m'a... Je vais raconter l'histoire, une infiltration de circonstances étonnantes, mais je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais plus bouger, enfin ceux qui ont cru ça. La seule chose que je pouvais faire, c'était être allongé dans mon lit avec des coussins derrière le dos et sous les genoux. Et je me suis rendu compte que mes cuisses faisaient une sorte de lutrin. Donc j'ai mis l'ordinateur dessus et j'ai écrit d'une traite un livre que j'ai appelé « Sortir du chaos », qui a eu pas mal de succès. Et les gens m'ont dit « Pourquoi ce titre le chaos est encore pire ». J'ai dit « Non, je parlais de ma situation personnelle ». Et j'en suis sorti comment? Parce que... donc, finalement, je trouve quelqu'un qui accepte de faire des infiltrations dans le dos. Ce qui est peu de gens, parce que c'est tellement dangereux. Si vous pique le nerf, vous ne pouvez plus bouger. Et le gars me dit, c'est un médecin, de patronyme, c'est un patronyme juif nord-africain, et qui me dit, professeur, bien sûr, vous soulagez, etc. J'aime beaucoup ce que vous faites. Hein, mais venez quand vous voulez, mais s'il vous plaît, ne venez pas le matin. Je lui dis, docteur, je viens quand vous voulez, dans l'état où je suis. Mais par curiosité, pourquoi pas le matin? Eh bien, écoutez, parce que depuis quelques semaines, des jeunes du quartier, c'était à Suresnes, donc, viennent avec des t-shirts avec Ben Laden dessus. Et j'ai pensé que votre rencontre dans les coursives de l'assistance publique pourrait peut-être créer des étincelles. Je dis, c'est très bien vu. En plus, j'étais en chaise roulante. Donc, les flics qui me poussaient sur la chaise roulante, en plus, je n'aurais pas pu courir très vite. Excellent. Non. En fait, donc, attention, bougez pas, ça se fait 200 000. Et finalement, ça s'est arrivé. Donc, en fait, la vie de l'universitaire est pleine de péripéties. C'est sur cette anecdote que je vous propose, Gilles Kepel, de nous tourner vers la salle et de sonder l'atmosphère, justement, et de leur proposer... Djihadiste, par définition. Oui. De nous poser de vous poser quelques questions. Il y a des micros, il suffit de lever la main. Bonsoir. Parlez un tout petit peu plus fort, madame, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure... Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'un nouvel ordre mondial qui s'installe. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision? Et j'ai une question subsidiaire. Est-ce que le destin a stoppé vos déboires sentimentaux? Et merci pour votre humour. Je vous remercie. Écoutez, madame, si c'est une offre, je suis prêt à l'étudier. J'ai un amoureux jaloux et plus grand que vous. Surtout que je ne vous vois pas très bien, donc je vais vous...
comme j'y vois plus rien, donc je vois une crinière blonde, enfin c'est un véritable le fantasme par excellence. Donc on en parlera tout à l'heure. Il y a une petite loge, je crois, que c'était fait dans le théâtre. Donc avec grand plaisir. J'ai essayé de mettre un peu plus d'humour ensuite. Alors pour la question de cet ordre du monde, donc tout à l'heure notre hôte a dit qu'il y avait un autre livre derrière, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous achetiez celui-là, hein, sinon on ne comprend l'autre vraiment que si on a lu et acheté plusieurs exemplaires de celui-là. Et parce que pas se disputer dans les couples, que chacun ait le sien, enfin oui, des choses importantes. Pensez à ça aussi. Et qui est une analyse donc du 7 octobre que j'ai écrit à toute allure là, et qui s'intitule Holocaust avec un S. Paf. Et Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. Je crois que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est un bouleversement majeur de l'ordre du monde tel qu'il a été conçu après 1945. Notamment à travers l'appropriation de la notion de génocide par ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS ou les BRICS+, c'est-à-dire ce qui aurait été autrefois les pays du tiers-monde, mais dans lequel vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, un Sud global dans lequel il y a la Russie, donc c'est l'Arctique qui est au sud, mais bon, c'était des géographies imaginaires, ouais. Et la Chine, l'Inde, qui s'entendent pas très bien entre elles, l'Afrique du Sud, le Brésil, dont vous avez vu les propos de Lula d'ailleurs, qui ont basculé complètement, et plus 5, l'Argentine devait s'y joindre, mais ils ont élu un gars qui est quand même un petit qui par ailleurs complètement pro-israélien, donc il s'est retiré. Et vous avez, les autres sont tous au Moyen-Orient, Égypte et Éthiopie, donc c'est pas l'amour fou du fait des eaux du Nil. Et puis Arabie Saoudite, Émirats et Iran. Alors là non plus, je peux pas dire que si je puis dire qu'il n'y ait pas d'eau dans le gaz, si vous me permettez, mais néanmoins, de quoi s'agit-il? Notamment à travers la prestation de l'Afrique du Sud au tribunal de La Haye, qui d'ailleurs se reproduit aujourd'hui et s'amplifie, à savoir que le génocide, ça n'est plus la Shoah. Ça, c'est une vieille histoire. Tout le monde l'a oublié. Le génocide et la création d'Israël, c'est la façon dont les États qui étaient responsables de la Shoah, c'est-à-dire les États occidentaux européens, se sont défaussés de leur mauvaise conscience en piquant la terre des Palestiniens et en installant les Juifs dessus. Donc, tout ça, c'est en réalité une modalité du colonialisme. Et le véritable génocide, c'est le colonialisme et l'apartheid. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un retournement du socle moral, disons, sur lequel tenait le système international et dont l'ONU, plus dysfonctionnelle que jamais, et l'aboutissement est plus bloqué que jamais, et qui est en train de se mettre en place dans une espèce de lutte du Sud global face aux États désormais du Nord, qui était l'ancien Ouest, si vous voulez, et qui atteint y compris les sociétés dites du Nord, à travers à la fois le report de ces propos par un certain nombre de populations issues du Sud. Là, vous aviez dans les journaux d'hier le vote du Michigan contre Joe Biden, enfin, relatif, Abandon Biden, des musulmans du Michigan, Dearborn, qui est une place forte du Hezbollah, par ailleurs, et aussi le clivage dans les universités. Harvard cassé en deux. Ne parlons pas de l'école normale supérieure ou de Sciences Po, qui elles sont totalement passées de l'autre côté. À Sciences Po, il y a encore un peu de résistance, plus beaucoup. Et donc là, par-delà l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre à la frontière Gaza-Israël et de ce qui se passe aujourd'hui encore avec les bombardements sur Gaza, ce qu'il y a derrière ce phénomène, c'est aussi un bouleversement global du système du monde. Vous voyez ?
Et avec ce qui avait fondé l'ordre qui suivait la Seconde Guerre mondiale, avec le seul consensus qu'il y avait entre le bloc soviétique et le bloc occidental ou libéral, comme on voudrait, c'était plus jamais ça. Plus jamais le nazisme, plus jamais la Shoah. Et la création d'Israël, décidée de justesse en 1947 à l'ONU, comme exutoire d'une certaine manière. Aujourd'hui, cette base-là du système international est remise en cause. L'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est que les crimes suprêmes ont été commis, par les pays coloniaux. C'est la colonisation, c'est l'apartheid. Et Mandela, d'ailleurs, dans sa tournée aux États-Unis dans les années 90, quand il a été élargi après 22 ans de prison, dit, mais vous savez, aux Juifs américains notamment, qu'il acclame, parce que vous avez le mouvement des droits civiques aux États-Unis, une alliance noire et juive très importante, bon, qui avait ensuite été relativisée par les Black Muslims dans les années 80, très anti-juifs ou antisémites, considérant que les Juifs avaient instrumentalisé les Noirs pour leur propre cause, et ensuite ils avaient laissé tomber. Et néanmoins, vous aviez encore ce sentiment de lutte antiraciste dans le judaïsme américain, qui globalement vote démocrate et globalement vote à la gauche du spectre politique américain. Mandela fait ses déclarations en disant les Israéliens traitent les Palestiniens comme les Blancs dans mon pays ont traité les Noirs. Et notre liberté ne sera complète qu'avec la liberté des Palestiniens. Bon, Mandela a été fonctionné aussi dans le système pro-soviétique, évidemment. Mais ça avait jeté un froid terrible aux États-Unis, parce qu'il était reçu en héros et en conscience morale. Oui. Et aujourd'hui, ce phénomène s'est beaucoup amplifié et mine très profondément le magistère moral de ce qu'on appelait l'Occident. Un Occident qui se réclame de l'état de droit. Et à qui on dit ton état de droit, c'est génocide. Et c'est Gaza, génocidaire, c'est Biden qui fournit les bombes qui tuent les Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très profond et qui est repris dans les pays occidentaux, avec quand même ce paradoxe. C'est que les États du Sud en question sont presque tous des régimes illibéraux. C'est-à-dire, les droits de l'homme sont inconnus, mais les droits de l'homme sont décrédibilisés parce que c'est un masque que l'Occident utilise pour dissimuler son forfait. Par ailleurs, que je sache, les populations du Sud, elles viennent dans le Nord, elles vont pas en Chine. Donc il y a une contradiction, si vous voulez, là-dedans. Mais c'est une construction idéologique qui est très importante. Et pour revenir aux enjeux minables, l'école normale supérieure, donc le master que j'avais créé après Sciences Po sur le Moyen-Orient Méditerranée a été fermé l'année dernière. Donc, je peux plus en faire court, mais bon, c'est pas grave tant qu'on me paye, après tout. Vous payez, pas payer à ne rien faire, vous pouvez vous plaindre. Et va être remplacé par des études sur le Global South. Enfin, des études sur le Global South. La propagande de l'idéologie du Global South, vous voyez. Donc, s'il indique que même dans les établissements supposés d'élite dans un pays comme le nôtre, cette idéologie Global South a déjà très profondément pénétré, y compris auprès des responsables universitaires qui, par peur des mouvements estudiantins, on est en écriture inclusive, évidemment, etc. Et le clivage à Harvard, Harvard, c'est le symbole de la formation des élites mondiales. Et à travers laquelle, si vous voulez le dire en termes marxistes, se manifeste la domination idéologique de l'Occident. Cassé en deux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'une certaine façon, c'est un immense succès pour Yahya Sinwar et pour le Hamas.
c'est un traumatisme, si vous voulez, qui n'est pas tout à fait, qui ne fonctionne pas dans les mêmes modalités que le 11 septembre, mais qui en réalité est beaucoup plus profond, me semble-t-il, parce qu'il touche à la culture, il touche à l'idéologie, il touche au, comment on dirait en anglais, au narrative, qui est en fait au grand récit, c'est la traduction du grand récit français, sur lequel le système du monde s'est construit. Madame, est-ce que vous êtes prête à m'épouser après cet examen? Non, non, oh, même ça c'est raté, j'y arriverai jamais. Bon, alors, allons-y, mademoiselle, oui, je vous ai vu. Bonsoir. Bonsoir. Comment concevez-vous l'intégration de l'Arabie Saoudite et des autres puissances pétrolières régionales dans ce nouvel ordre mondial? Alors, je vous remercie pour cette question. C'est très contradictoire parce que, et ça montre même le système du Sud global. L'émir Tamim venait en France, non pas en ennemi, mais en cherchant aussi des alliances. Nous parlons pas du PSG, bien sûr. Et ce Sud global est lui-même très contradictoire. Comme je vous l'ai dit, les BRICS, plus il y a dedans notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui le premier qui aura détruit l'autre sera beaucoup plus content que s'il voit Israël détruit, si vous voulez, vous voyez. Et donc c'est un Sud global. C'est pour ça que c'est une idéologie, parce que c'est un Sud global qui est très profondément contradictoire, qui n'est mu que par des déclarations de principe des groupes les plus radicaux contre le Nord. Mais l'Arabie Saoudite, elle s'est sortie, si vous voulez, du pacte de la Saint-Valentin avec cette affaire. Pour moi, la chose la plus importante, c'est Biden qui vient à Canossa, qui va à Jeddah, enfin à El Oula en fait, et qui s'adresse à MBS comme si on était toujours en 1945. L'autre lui dit non, on va te faire voir. Donc, mais il refuse de d'augmenter la production pour baisser les prix parce qu'il est solidaire de la Russie comme producteur. Mais ce sont les armes américaines ou occidentales dont il est friand pour lutter contre l'Iran. Quant à l'Iran, c'est le plus gros fournisseur d'armes à la Russie aujourd'hui, enfin de drones qui tuent surtout des civils ukrainiens et qui jouent un rôle clé dans la guerre. Les armes occidentales ne viennent plus en Ukraine. En revanche, les drones ukrainiens, les drones iraniens auprès des Russes sont parmi ce qui est en train de faire basculer la guerre. Autre facteur hallucinant, les Houthis. J'ai pas le temps, mais il faut bien que vous lisiez l'autre livre après avoir lu celui-ci. Les Houthis, bon, je vous raconte pas l'histoire, sinon vous ne lirez pas le livre suivant. Et on voit des drones qui doivent valoir 500 € l'unité et qui font des trous dans des cargos, des porte-conteneurs où il y a je ne sais pas combien de dizaines de millions de dollars de marchandises. Les Anglais, les Américains et quelques autres envoient des vagues de bombardements sur les Houthis. L'essence, le kérosène des avions anglais qui partent d'Akrotiri à Chypre, plus qui passent au-dessus de l'Égypte, leur fait payer un droit aérien, plus l'usure du pneu, etc. Et le prix du missile qu'ils envoient fait 1000 fois le prix du petit truc que le Houthi envoie avec une sarbacane et qui troue le bateau. Et ça ne sert à rien. Le lendemain, il recommence de plus belle. Vous voyez ? Donc là, on a un système qui est très intéressant, enfin, fascinant, parce que ça bouleverse complètement les équilibres militaires. La marine, les marines occidentales, ou même chinoises, vivent dans la hantise du moment où un machin sous-marin à 15 000 € va couler un porte-avions. Donc on est dans un bouleversement gigantesque, y compris des doctrines stratégiques, et ceux qui avaient les marines, les armadas, c'était les grandes puissances. Ce qui fait qu'on a dit ce qui faisait que le Hezbollah n'avait pas attaqué
c'est qu'il y avait le porte-avions Gerald Ford juste devant, mais l'autre porte-avions, le Dwight Eisenhower, qui est en la 5e flotte, donc qui est dans la mer Rouge, aujourd'hui montre son impuissance à protéger la circulation. La seule chose qui fait marcher ça, c'est les Chinois qui sont pas très contents. Parce que la mer Rouge, c'est l'une des voies, les nouvelles routes de la soie. Et aujourd'hui, on ne sait plus utiliser. L'Égypte est en train d'être ruinée complètement. Ils ont beau avoir multiplié par 10 les prix de passage du canal, ils ont perdu 50% de leurs revenus. Ce qui est en Égypte où, depuis que nous avons commencé à parler, je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes sont nées, ça a un énorme impact. Alors les navires se déroutent par le cap de Bonne-Espérance. L'autre jour, j'étais à un dîner avec Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CGM, et je lui dis, il paraît que c'est moins cher en kérosène de passer faire le tour parce que les Égyptiens prennent des droits de passage tels. Il me dit, oui, c'est moins cher, mais simplement, il y a 15 jours de plus de navigation. Donc, il y a moins de bateaux, par définition. Et les marchandises s'empilent sur les quais et invendues sur les quais de Shanghai et de Nankin, enfin, je sais pas, c'est au bord de la mer, sans doute. Et donc, les Chinois disent, bon, c'est bien sympa, mais on arrête. Donc, si vous voulez, le monde du Sud global, en fait, est pétri de contradictions, me semble-t-il. Mais on voit, par exemple, que le système de l'ONU est mis sous très grande tension. La CIJ est instrumentalisée au Fawzad. C'est l'appropriation du génocide dont l'Occident est coupable et complice. Voyez ? Et ça se traduit par une critique, évidemment, du Conseil de sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la France et l'Angleterre, pays sous-moyens aujourd'hui, ont le droit de bloquer les choix mondiaux, alors que il faudrait qu'ils font le Conseil de sécurité en fonction de démographie, on devrait mettre l'Inde et le Brésil ou l'Égypte au Conseil de sécurité, vous voyez. Donc tout ça c'est en train ça se transforme, mais chacun s'efforce. L'Arabie Saoudite est dans la logique saoudi-MBS. J'ai plusieurs fois rencontré, c'est cette ville qu'il appelle Neom. Oui, cette espèce de ville phare ou pharaonique, je ne sais pas, qui est sur les côtes de la mer Rouge et qui est destinée à être la mégalopole futuriste du Moyen-Orient sous contrôle saoudien. D'où irradiera la richesse et la maîtrise saoudienne du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, une richesse absolument fabuleuse. Simplement, il y a un problème, c'est que c'est à 45 km d'Eilat en voiture. Et donc, 1h15 de Gaza. Gaza, c'est l'enfer sur Terre aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas stabiliser quelque chose à Neom s'il y a la guerre à Gaza. Et un peu plus au sud, il y a les Houthis qui envoient des sarbacanes. Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi les Saoudiens ont besoin de la paix. Ils sont prêts à financer la paix. Ils sont prêts à financer un État palestinien, à condition qu'il n'y ait plus le Hamas en charge, parce que le Hamas, c'est l'agent de l'Iran. Ça, on est dans un catch-22, là, c'est pas fait. Quant à l'État palestinien, Bibi n'en veut pas. Et pour les Israéliens, c'est une situation assez complexe aussi. Donc oui, on est dans cette situation très étonnante où Netanyahou est une sorte de personnage shakespearien. S'il arrête la guerre, il va en procès tout de suite. Il a au moins 16 ans de prison. Et ça, c'est avant qu'on le juge pour ses responsabilités dans le refus de voir ce qui allait se passer, parce que le renseignement israélien avait intercepté tout. Mais lui vivait dans ce qu'il appelle le concept, c'est-à-dire on fait payer par le Qatar, le même qui était hier à Paris, le Hamas, on crée une sorte de Bantoustan, c'est l'enrichissez-vous des dirigeants du Hamas, ils peuvent aboyer tant qu'ils veulent. Moi, j'ai écouté énormément d'enregistrements de Yahya Sinwar, et c'est d'une violence terrible.
on va vous découper en morceaux et vos crânes et les morceaux de votre corps seront les degrés pour que nous montions à la mosquée El-Aqsa libérée. C'est pas grave, c'est pour la consommation interne. Mais il disait ce qu'il ferait. Et ça, c'est très frappant parce que il s'est complètement aveuglé, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il était pris en otage des colons d'extrême droite qui lui assurent sa majorité à la Knesset avec 14 sièges et qui ont multiplié les implantations illégales. Il y a eu 1225 attaques à main armée des colons en Cisjordanie, que eux appellent la Judée-Samarie, contre les villages arabes. Et du coup, il a fallu amener l'armée pour faire la police, c'est-à-dire l'armée qui était sur la frontière avec Gaza, qui a été complètement dégarnie. Et il est probable que c'est la raison pour laquelle Sinoir, c'est lui qui aurait pris la décision, je n'y croyais pas au début, mais qui a pris la décision d'aller au moment du 7 octobre, pour la valeur symbolique, mais aussi parce que il y avait plus personne de l'autre côté. Les troupes étaient en train de faire la police à Gaza. D'où la masse, l'impact terrible, les 1100 morts, et puis bon, 3000, ils avaient fait entrer 3000 personnes, quand même. C'est un truc qui est quand même ahurissant. L'échec du renseignement là-dessus, enfin, l'échec de la lecture politique des renseignements fournis, qui étaient à peu près exacts, autant qu'on sache. Donc voilà à peu près. Donc, mais ça, vous verrez ça plus tard. D'abord, il faut lire Prophète sans vie. On a très largement dépassé. On a le temps pour une dernière question. Le monsieur qui est là, premier volet, et puis une réponse brève, Gilles Kepel. Ça, je vais essayer, mais vous avez vu, là, je pas sûr d'y arriver. Bon, allez, je vais être très bref. Monsieur. Bonjour. Je m'appelle Thierry Ruff. J'étais au Céduste, en dessous du Cédège. Et donc, nous sommes des collègues. Les années 80, là, c'est ça. Les années 80. Voilà, j'avais plusieurs réflexions. Tu n'as pas parlé du Maroc dans cet exposé, ou très peu. Oui. Est-ce que ce qui se passe au Maroc est dissonant ou différent? Oui. Et puis l'autre réflexion, c'était sur l'attitude de l'armée française révolutionnaire républicaine en 1798, qui a essayé d'envahir la Syrie et qui a perpétré de nombreux massacres. Et finalement qui a abouti à la mort de Kléber, à l'assassinat de Kléber, avec quelqu'un qui avait un peu un discours islamiste. Est-ce que tout ça... Oui, enfin, Kléber, c'est après. Mais alors là, on va parler surtout de la première question du Maroc. Comme chacun sait, ça va mieux maintenant. Depuis que Rachida Dati est ministre de la Culture... Pour la culture, je ne sais pas, quoi qu'il paraît que le directeur de cabinet s'en occupe très bien. Mais en tout cas, la réconciliation marche. Et Stéphane Séjourné est allé s'exprimer dans son français bien connu. Vous vous rappelez que Hassan II, autrefois, disait « Je ne veux pas de coopérants en maillot de bain ». Je veux des Hassan II parlait un français époustouflant. J'ai réécouté la colocation du bouquin, l'interview qu'il avait fait pour Anne Sinclair, je crois, au moment de l'affaire du voile islamique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il maniait l'imparfait du subjonctif avec une efficacité qui est aujourd'hui inconnue. Et donc, il n'a pas connu Stéphane Séjourné, donc fin de parenthèse. Et donc, au Maroc, il y a une revendication sud très forte, sud globale très forte, mais le Maroc est assez riche. Ce Maroc est quand même dirigé par des polytechniciens et des centraliens, globalement. Des ingénieurs des mines et autres. Donc, je crois que il y a eu un problème de chimie personnelle entre le roi et le président, qui semble être résolu, un, parce qu'on ne croit plus à l'illusion algérienne, et deux, parce que les éléments de langage sur le Sahara occidental, comme on l'appelle toujours en France, vont changer. Ça me semble assez clair. Voilà à peu près
ce que l'ex-CEDEJ dit à l'ex-CEDUST. Alors ces sigles terrifiants, produits de cerveaux technocratiques totalement dégénérés, ça voulait dire CEDEJ, Centre d'études et de documentation économique et juridique, et CEDUST, c'était Centre d'études quoi? Voilà. Il y avait aussi le CESEF, Centre d'études pour je sais pas quoi de l'enseignement du français, que les Égyptiens appelaient le CEZEFT. Zeft, ça veut dire de la merde en égyptien. Faut dire un mot de l'asphalte, mais c'est de la merde. Zeft. Voilà. Donc voilà. Mais c'est donc il y a quasiment toute le triangle. Ma camarade de l'Institut français de Damas, mon collègue du CEDUS. Donc voilà, nous sommes réconciliés à Montpellier. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Merci à vous. Merci à toutes et à tous.